Je dois mettre ma montre parce que c'est un défi de parler de la décroissance en 18 minutes. Alors, vous avez entendu, bonsoir à toutes et à tous, ce matin nous avons entendu parler de différentes initiatives pour vivre ou construire en marge de la société de consommation une autre façon de vivre, éventuellement même une expérience alternative jusqu'au niveau d'une ville avec Rob Hopkins. Les partisans de la décroissance ont essayé de saisir le problème à sa racine, et en ce sens, ils sont radicaux, puisque dans la parole radical, vous avez racine, effectivement, c'est-à-dire comment penser une sortie de la société de consommation. Alors, pour comprendre comment on pourrait sortir de la société de consommation, il faut d'abord peut-être comprendre comment on y est entré. Et donc, c'est mon parcours intellectuel depuis une trentaine d'années. Alors, le titre, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai choisi, si ce sont les organisateurs, si c'est le résultat d'une synthèse entre les deux, donc sortir de l'imaginaire de la croissance au nord et au sud, c'est plutôt la contraction, en fait, de deux livres qui sont des étapes dans mon parcours. L'un qui s'appelle « Décoloniser l'imaginaire », l'imaginaire de la croissance et de la consommation, et l'autre « Sortir de la société de consommation », donc de la société de croissance. Donc il faut décoloniser l'imaginaire pour sortir de la société de consommation. Et en fait, il y a un troisième tome qui n'est pas dans le titre, qui serait « Pour construire une société d'abondance frugale ». Alors, parcourir tout ce cheminement, décoloniser l'imaginaire et sortir de la société de consommation pour construire une société d'abondance frugale, qui est le projet de la décroissance en 18 minutes, c'est effectivement un peu difficile, d'autant qu'il faut d'abord expliquer les termes. Alors, le premier, décoloniser l'imaginaire, c'est très intéressant parce que c'est le résultat à la fois d'une réflexion philosophique et d'une observation anthropologique. La réflexion philosophique, c'est celle qui est à la base de ma propre pensée du philosophe franco-grec Cornelius Castoriadis, dont l'ouvrage principal s'appelle « L'institution imaginaire de la société ». La thèse de Castoriadis, issue d'une critique du marxisme, c'est que la société se fonde d'abord dans l'imaginaire et que l'homme construit, comme le disait Marx d'ailleurs, l'homme construit sa réalité d'abord dans sa tête avant de la mettre en œuvre, en acte. Et la société moderne, effectivement, est basée sur ce qu'il appelle des significations imaginaires sociales, c'est-à-dire des concepts fondateurs comme le progrès, la croissance, le développement, mais aussi le besoin, le travail, etc. Tout, au fond, qui constitue le logiciel économique, qui est la base de la société moderne. Et ce logiciel, au fond, comme disait l'un de mes maîtres, Ivan Illich, est un logiciel toxique. Avant sa mort, Ivan Illich voulait faire un dictionnaire des mots toxiques. Alors c'est son disciple Ignasi Sachs qui l'a réalisé sous la forme, d'ailleurs c'est sorti dans différentes langues, sous la forme du Development Dictionary. Ça n'a pas été traduit en français malheureusement. L'autre source de l'idée de décoloniser l'imaginaire, et ça c'est intéressant pour ce qui concerne le lien entre le Nord et le Sud, c'est l'anthropologie anti-impérialiste qui considère en fait le mouvement qui s'est produit des rapports Nord-Sud comme le résultat d'une occidentalisation du monde et donc d'une colonisation, mais d'abord dans l'imaginaire avant d'être une colonisation par les armes. Les missionnaires ont généralement précédé les armées et les marchands. Et donc, en 1969, par exemple, l'anthropologue Georges Alta publiait un livre qui s'appelle « Oppression et libération dans l'imaginaire ». Des spécialistes de Madagascar, le sous-titre « Touche Madagascar ». En 1988, Serge Gruzinski publiait un livre qui s'appelle « La colonisation de l'imaginaire, société indigène et occidentalisation dans le Mexique espagnol, 16e, 18e siècle ». Plus récemment, mon ami Aminata Traoré
célèbre ministre de la Culture du Mali, il y a quelques années, publiait un livre qui s'appelle « Le viol de l'imaginaire ». Et donc on voit bien que la colonisation de l'imaginaire est une entreprise qui a été l'économicisation du Sud par le Nord. Mais la décolonisation de l'imaginaire, évidemment, touche à la fois le Nord qui s'est en quelque sorte auto-colonisé et le Sud que le Nord a colonisé. Alors, quand on dit qu'est-ce que ça veut dire au fond finalement la colonisation de l'imaginaire, je pense à cette boutade de Mark Twain qui dit « Quand on a un marteau dans la tête, on a tendance à voir tous les problèmes sous la forme de clous. » Eh bien, nous, hommes modernes, nous avons un marteau dans la tête, c'est l'économique, et nous voyons tous les problèmes sous la forme économique. Un crash d'un avion, c'est un problème économique parce que ça va coûter des millions. Il fait beau, c'est un problème économique parce qu'il va y avoir de la sécheresse, les moissons vont être mauvaises. Il fait mauvais, c'est un problème économique parce qu'il y a trop de pluie, les stations de sport d'hiver ne vont pas fonctionner, etc. Donc nous avons économicisé absolument tout. Eh bien, cette économisation du monde nous porte à la catastrophe et il faut en sortir, il faut donc décoloniser l'imaginaire. Alors pourquoi il faut en sortir et comment? Alors pourquoi? Parce que ce logiciel, c'est-à-dire la société de croissance, est toxique. Alors qu'est-ce que c'est que la société de croissance? Notre société, c'est une société qui s'y est laissée phagocyter par une économie de croissance. Et qu'est-ce que c'est qu'une économie de croissance? C'est une économie qui n'a pour objectif que la croissance pour la croissance, non pas la croissance pour satisfaire les besoins, ce qui serait une chose évidemment tout à fait utile, mais la croissance pour satisfaire les besoins de la croissance de la société, l'accumulation illimitée. Alors cette société, elle n'est pas née toute seule, elle est née avec la modernité, l'Aufklärung, l'illuminisme, l'Enlightenment. Et les hommes de la modernité avaient un projet extrêmement beau, que Kant a très bien résumé, Was ist Modernität, et c'est l'émancipation. Émanciper l'homme de quoi? Eh bien, d'une triple dictature insupportable de l'Ancien Régime, la transcendance, la coutume et la révélation. C'était la domination de règles arbitraires et insupportables. Mais en même temps, et la Révolution française, évidemment, proclamait la première proclamation, les droits de l'homme et du citoyen, liberté, égalité, fraternité. Oui, mais liberté de quoi? Liberté pour quoi faire? Liberté de détruire la nature sans limite? Liberté d'exploiter les autres sans limite? Effectivement, ils avaient pensé qu'il fallait adjoindre à cette déclaration des droits une déclaration des devoirs, car ce n'est pas le tout d'envoyer promener toutes les normes et toutes les règles, il faudrait s'en donner de nouvelles, car l'homme ne peut pas vivre en dehors de limites et en dehors de règles. Ils n'ont pas réussi. Il y a eu une tentative en 1795, après les excès de la terreur, mais ça n'a pas marché. C'est beaucoup plus facile de donner des droits que de donner des devoirs, d'édicter des devoirs. Et donc, par conséquent, nous avons ouvert la voie à l'illimitation, dans lequel s'est engouffré, deux domaines se sont particulièrement engouffrés dans la brèche, la technique, tout est possible, nous pouvons tout faire, et l'économie, nous pouvons croître sans limite dans une planète limitée. Et la technique, effectivement, nous en donne les moyens jusqu'à ce que nous fracassions sur le mur des limites. Alors, la société de croissance est construite sur une triple illimitation. Illimitation de la production, produire toujours plus, ce qui signifie détruire toujours plus les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Illimitation de la consommation, et comme nos estomacs sont limités, eh bien, il faut créer des besoins artificiels et toujours plus de besoins, toujours plus artificiels. Et le résultat, évidemment, ce n'est pas le déchet zéro, c'est l'illimitation dans les déchets, ce qui signifie la pollution illimitée de l'air, de l'eau et de la terre. Cela, effectivement, a été facilité par le grand tournant éthique qui s'est produit au XVIIe siècle avec Bernard de Mandeville et la fable des abeilles, dont la leçon est que les vices privés
font les vertus publiques, ce qui a été traduit par Adam Smith dans la fameuse main invisible. Ce n'est pas de la bienveillance de mon boucher, de mon brasseur et de mon boulanger que je dois de faire le bon repas qui nous a été servi à midi, mais c'est en m'adressant à leur égoïsme, à leur sens de l'intérêt. Et par conséquent, effectivement, nous enseignons à nos enfants, dans les écoles, et en particulier dans les écoles de commerce, « Greed is good ». L'avidité est une bonne chose. Les gars, si vous voulez réussir en affaires, ne vous préoccupez pas trop d'éthique, n'est-ce pas, ni de la nature, ni tout ça. Faites des profits, le plus souvent, c'est l'augmentation des valeurs boursières qui dictera le volume des stock options que vous aurez à la fin de l'année. Alors, le résultat, effectivement, c'est que la planète va très mal, et nous le vérifierons encore en décembre lorsque se réunira à Paris la conférence de la dernière chance sur le climat, dont on peut déjà prévoir qu'elle sera un ensemble de très beaux discours sans aucune résolution vraiment contraignante, et nous allons allègrement vers un minimum de 2 degrés de plus à la fin du siècle, ce qui signifie 150 à 200 millions d'émigrés de l'environnement, ce qui est déjà une catastrophe, et probablement beaucoup plus que des degrés, ce qui compromet le futur de l'humanité. Alors, comment en sortir ? Eh bien, effectivement, il faut sortir l'économie de nos têtes, déséconomiciser les esprits. C'est un vaste programme, ça suppose un changement anthropologique. Au fond, le mot décroissance, comme je le dis souvent, c'est un slogan provocateur pour signifier la nécessité de sortir de la société de croissance. Et nous avons utilisé ce slogan provocateur pour faire contraste à un autre slogan peut-être moins provocateur, consensuel, mis au point par un certain nombre de criminels en col blanc, le slogan du Sustainable Development, qui a été imposé par le lobby des industriels américains après la conférence de Stockholm en 1972, et en particulier par quelqu'un qui a été condamné à 18 années de prison par la Cour d'appel de Turin, Stefan Schmidaini, le fondateur du plus gros lobby environnemental, le World Business Council for Sustainable Development, qui regroupe, à un hasard, tous les plus gros pollueurs de la planète, Monsanto, Novartis, Nestlé, etc. Bayer, bien sûr. Alors, et si on voulait être rigoureux, il faudrait parler non pas de décroissance, mais d'accroissance, comme on parle d'athéisme. Et très précisément, il s'agit de cela, sortir d'une religion, la religion de la croissance, devenir des athées de l'économie, sortir du culte de l'homo economicus. Et évidemment, cela suppose toute une éducation. Le problème, c'est le problème qu'on connaît depuis Platon, qui éduquera les gardiens, qui éduquera les éducateurs. Bien évidemment, une société de décroissance formerait des enfants qui auraient déjà le logiciel, mais pour pouvoir avoir ce logiciel, il faudrait que nous soyons déjà dans une société de décroissance. Alors, les initiatives dont nous avons parlé ce matin sont peut-être des voies pour entrer progressivement dans un changement de logiciel et pour construire une société que j'ai appelée une société d'abondance frugale, ou on peut l'appeler, avec mon collègue Tim Jackson, une société de prosperity without growth, une société de prospérité sans croissance, c'est-à-dire une société qui est basée qui doit être frugale, c'est une condition pour la survie, mais qui, justement, la frugalité, c'est peut-être la condition de l'abondance, car au fond, notre société est une fausse société d'abondance, c'est une société de frustration et de gâchis, mais qui est basée sur la frustration, comme le savent très bien ceux qui font marcher cette société, les publicitaires. La publicité a pour objet de nous rendre insatisfaits de ce que nous avons pour nous faire désirer ce que nous n'avons pas, et par conséquent consommer toujours plus, mais en étant toujours plus frustrés. Donc il nous faut une véritable désintoxication. Et alors, j'ai proposé dans différents textes, en particulier dans un petit texte qui devrait être là, mais qui n'est pas encore arrivé et qui vient d'être traduit en allemand sous le titre « Es reicht », le petit traité de la décroissance sereine, un cercle vertueux
de 8 R. Alors c'était très bien ce matin, Madame Béa Johnson nous a proposé 5 R. Ces 5 R plus ou moins sont intégrés dans les 8. Hein, et Rob Hopkins nous a présenté en fait un R particulièrement important, la relocalisation. Hein. Alors ces 8 R, je n'ai pas le temps de les développer, mais c'est changer les valeurs, revaloriser, hein, changer les concepts, reconceptualiser. Ça, c'est vraiment le changement au niveau du mental, mais ça implique un changement concret, restructurer, redistribuer, relocaliser, réduire, réutiliser et recycler. Alors pour conclure, puisque je crois que mon temps, les 18 minutes vont arriver à la fin, au fond, cette cure de désintoxication, on dit souvent, oui, mais ça c'est valable pour les gens du Nord qui sont gavés, mais pour les gens du Sud qui n'ont pas connu la croissance. Alors là, il faut être clair. Les gens du Sud n'ont peut-être pas tous connu la croissance, mais ils ont tous connu l'imaginaire de la croissance. Et ça, à l'heure actuelle, c'est même tragique. Il y a 30 ans, parce que je suis un africaniste, il y a 30 ans, quand j'allais en Afrique, il y avait encore des jeunes qui essayaient de se battre pour lutter contre le désert, pour faire des associations, pour créer des entreprises, etc. Maintenant, quand je vais en Afrique, les jeunes me disent « Vous ne pouvez pas nous aider à avoir des papiers pour venir en Europe ». Pourquoi ? Tout simplement, ce n'est pas que la situation africaine se soit empirée. L'Afrique n'existait déjà plus au niveau économique. C'est tout simplement que maintenant en Afrique, il y a de la télévision partout, ils ont partout même des téléphones portables, même s'ils ne fonctionnent pas bien, et par conséquent, la colonisation de l'imaginaire est telle qu'on a détruit le sens même de la résistance en Afrique, c'est-à-dire le sens d'essayer de reconstruire une vie digne, et que les Africains ne pensent qu'à une chose, c'est foutre le camp, hein, traverser la mer au risque d'en mourir, et venir en Europe où ils pensent que c'est une forme d'abondance et de paradis, c'est ce que leur propagent nos émissions de télévision, nos émissions de radio, etc. Alors la cure de désintoxication mentale, d'abord, vaut aussi bien pour le Sud que pour le Nord. Bien évidemment, les moyens diffèrent fondamentalement, car si nous devons réduire drastiquement notre empreinte écologique, qui, comme l'a rappelé Rob Hopkins ce matin, dépasse de 50% la capacité de régénération de la biosphère, tout peuple compris, hein, il n'en va pas de même pour les Burkinabés, dont l'empreinte écologique est 1/10 de l'empreinte soutenable. Donc ils ont le droit de sortir de l'imaginaire de la croissance tout en continuant à produire plus pour satisfaire leurs besoins, non pour produire à l'infini. Et surtout, il y a une grande différence et quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier. Même encore aujourd'hui, ce sont massivement les peuples du Sud qui aident les peuples du Nord, puisque nous, peuples du Nord, qui représentons moins de 20% de la population mondiale, nous consommons 86% des ressources. Donc nous avons une dette écologique et une dette très ancienne à rembourser à l'égard des pays du Sud. Merci. Merci beaucoup, M. Latouche, pour ces mots clairs et nets. Et je pense que ça provoque aussi des questions. Alors, qui veut poser des questions à M. Latouche? Sie können auch auf Deutsch fragen. Wir werden dann das Übersetzungsgerätchen an Herrn Latouche geben. Ich sehe so wenig, Entschuldigung. Alle einverstanden? Ah, da gibt es was. Ja, gerne. Je peux me seulement débrouiller en français, alors je vais continuer en Deutsch. Alors, un instant, s'il vous plaît. Oui, c'est bien. Ja, Sie können gerne fragen. Oui. Meine Frage ist nicht alles auf dieser Welt eine Waage und entspricht der materielle Hunger in den Ländern des Südens dem emotionalen Hunger hier in unserer technischen Welt. Und ich frage mich, ob unser großer Bedarf an Konsum und an Mobilität auch ein Hinweis ist auf diesen emotionalen Hunger. Wir sind auf der Suche nach etwas, das wir verloren haben und wir wissen aber nicht genau was. Und wäre nicht ein Ausweg aus diesem Dilemma,
diesen emotionalen, seelischen Hunger wieder besser zu stillen. Vielen Dank. Oui. Alors, je dis souvent, surtout quand j'allais souvent en Afrique, il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'autre Afrique entre dons et marché », et j'ai écrit dans ce livre que les Africains sont riches de ce dont nous sommes pauvres et pauvres de ce dont nous sommes riches. C'est-à-dire qu'ils sont riches du sens des liens sociaux, de la solidarité relative, de la sagesse d'une certaine façon, et évidemment ils sont pauvres matériellement. Malheureusement maintenant nous les avons appauvris non seulement matériellement, ça c'est récent, c'est la mondialisation, et nous les avons appauvris aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que nous avons détruit leur ressort pour pouvoir s'en sortir de cette façon. Mais heureusement, je pense que nous avons des messages qui nous arrivent du sud du monde, je pense à la résurrection inattendue des Amérindiens d'Amérique latine, en particulier de Bolivie, d'Équateur, mais aussi des néo-zapatistes du Chiapas, dont le mot d'ordre, et c'est très intéressant dans les nouvelles constitutions de la Bolivie et de l'Équateur, notre objectif, ce n'est pas le développement qui est un concept occidental, c'est sumac kosai, qui est dans la langue quichua, signifie buen vivir en espagnol, c'est-à-dire vivre bien et non pas vivre mieux, c'est-à-dire vivre en rapport avec la nature, qu'on appelle la Pachamama pour les Amérindiens, qui doit être respectée, c'est-à-dire que nous ne devons pas la détruire, nous ne devons pas l'exploiter, nous devons vivre avec elle en harmonie. C'est pour ça qu'il ne faut pas exploiter la dernière goutte de pétrole, exploiter les mines, blesser la terre-mère. Et je crois que cette sagesse, nous avons besoin de l'entendre pour essayer de remédier effectivement à notre mal-être ou à notre faim au sens figuré que vous avez utilisé. Ich muss heute Nachmittag ein bisschen strenger sein mit der Zeit. Es tut mir leid, weil es nachher noch weitergeht. Aber noch eine Frage. Da gibt es noch eine. En français ou en anglais? Deutsch gerne. Danke, herzlichen Dank für den Vortrag. Ich bin im Klimabereich tätig und es geht darum, Menschen zu informieren über die Folgen des Klimawandels und entsprechende Bildungsprojekte zu erarbeiten. Jetzt hatte ich selbst einen Traum vor ein paar Wochen und da ging es darum, dass ich mit Entscheidungsträgern an einem Ort war in der Zeit, sagen wir, vielleicht 50, 60 Jahre voraus und wir waren in einer sehr desolaten Situation. Es hatte sich sehr vieles bestätigt von dem, was die Wissenschaft uns heute mitteilt. Und die Entscheidungsträger, mit denen ich zu tun hatte, die wie zurückblicken konnten, waren absolut schockiert, waren absolut verzweifelt und sagten, sie hätten nicht geahnt, dass es wirklich so weit kommen würde. Ich habe sie dann gefragt, ich bin in der Kommunikation und Bildung tätig, was hätte ich euch damals sagen sollen, dass ihr verstanden hättet, dass es wirklich ernst ist und dass wir wirklich etwas tun müssten. Und ich habe von den Entscheidungsträgern, die in großem Aufruhr waren und im großen Schrecken über das, was geschehen war, keine wirkliche Antwort erhalten. Und diese Frage beschäftigt mich auch heute in meiner Arbeit immer. Wie kann ich erzählen? Was müssten die Leute denn hören, um zu glauben, um dieses Image verändern zu können, das vielleicht wirklich dringend nötig ist? Merci. Merci pour une réaction courte, si ça va. Oui, alors, c'est un très gros problème que vous soulevez. Ça a été abordé par différents auteurs, en particulier, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le théorème du nénuphar ». Une des raisons pour lesquelles on ne s'inquiète pas vraiment, c'est que, au fond, vous savez, c'est un étang, et sur cet étang vient un petit nénuphar. Et la croissance du nénuphar est comme la croissance du PIB, elle suit une progression géométrique. Là, le nénuphar, il double chaque année. Et il est tout petit et l'étang est très grand. Donc, il met beaucoup de temps avant d'avoir colonisé la moitié de l'étang. Mais il double chaque année. Il reste encore la moitié de l'étang. Et nous sommes à peu près au moment où la croissance du produit national brut, du produit intérieur brut, a détruit la moitié des ressources naturelles. Mais il ne nous reste pas 250 ans.
pour le nénuphar, il reste 1 année pour couvrir la totalité de l'étang et l'étang sera atrophisé, toute mort eutrophisée, toute la mort disparaîtra, toute la vie disparaîtra de l'étang. Alors c'est un peu comme ça, nous nous rendons compte du danger que quand c'est trop tard. Ça c'est un premier problème, c'est le théorème du nénuphar. Le deuxième, c'est la force d'inertie. Nous savons tous qu'il y a un problème. Il n'y a pas besoin même de lire le 5e rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ceux qui ont vu le film d'Al Gore, La vérité qui dérange, le savent très bien. Le drame, comme dit un grand philosophe français, Jean-Pierre Dupuy, le drame, et c'est notre drame à tous, nous le savons, et tout le monde le sait aujourd'hui. Peut-être on pouvait l'ignorer en 1962, quand Mme Rachel Carson a tiré le premier signal d'alarme avec The Silent Spring, le printemps silencieux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas le savoir. Tout le monde le sait, même les chefs d'État, même Chirac à Johannesburg. La maison brûle et nous regardons derrière nous. Hollande fera le même discours en décembre. Nous le savons, mais nous ne croyons pas à ce que nous savons. Ça, c'est une vraie tragédie. Et la dernière tragédie, le 3e point de la tragédie pour les hommes d'affaires, c'est que chacun a intérêt à détruire la planète, même si tous sont conscients que tous ensemble ils la détruisent. Mais chacun dit, moi, ce n'est pas moi qui la détruis, ce sont les autres. Et donc chacun ne se sent pas responsable de l'effet global de la logique. Et c'est pourquoi je dis qu'on a affaire à un logiciel toxique. Il ne suffit pas de bons sentiments pour en sortir. Il faut vraiment, je crois qu'il faudra vraiment... Alors il y a un prix Nobel italien, Dario Fo, qui a fait un drame. Il a mis en scène le changement climatique. Alors les gens, ils savent, mais ils ne veulent pas changer. Puis vraiment, après des inondations, des catastrophes, il y a un beau jour, ils disent « Maintenant, nous sommes prêts pour changer. » Oui, mais il y a la voix du destin qui vient. « Troppo tardi, coglioni. » C'est trop tard, bande de cons. Merci beaucoup, monsieur Latouche. Je pense que vous restez encore aussi pour la pause, n'est-ce pas? Vous restez aussi pour la pause après? Oui, enfin... Alors, on peut poser des questions. Oui. Là, hein? Alors, parce que, oui, ich sehe, dass man gerne noch viele Fragen stellen würde. Vielen herzlichen Dank.